Bonjour aux premiers d'entre vous qui nous rejoignent pour ce webinaire organisé par l'association Négawatt. On va attendre 1 ou 2 minutes que les connexions se fassent. Il y a déjà une cinquantaine de personnes, mais c'est en train de monter. Et comme il y a 500 inscrits, on va attendre une petite minute encore. Merci de patienter. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. On patiente encore une toute petite minute. Je vois que le nombre de connectés continue d'augmenter. Et ensuite, on démarre ce webinaire. Allez, bonjour à toutes et à tous. On a atteint déjà 120 participants, ça continue de monter, mais on va démarrer ce webinaire. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'association Négawatt, cette fois-ci sur le thème du parc nucléaire français. Vous avez vu le titre, Risques et gouvernance, quels enjeux associés à l'avenir du parc nucléaire français. Forcément, c'est un sujet d'actualité relativement régulier, en fait, on va dire, mais en particulier en ce moment, avec les crises que nous traversons, et à la fois un contexte particulier sur le parc actuel qui est fortement réduit par rapport à d'habitude, et bien sûr des ambitions gouvernementales avec des projets de construction d'EPR. Donc nous avons souhaité au niveau de l'association on va dire, rebaliser un petit peu ce sujet pour voir comment on peut l'aborder en sortant un petit peu des chemins habituels. En quelques mots, je vous rappelle qui est l'association Négawatt. Alors, je veux bien que Yves, tu me passes les slides suivants, s'il te plaît. L'association existe depuis plus de 20 ans maintenant. Elle fait à la fois un plaidoyer pour exprimer ses idées, mais surtout basé sur un scénario construit grâce à une expertise et une forte prospective. L'association a créé un institut qui, lui, porte des actions plus opérationnelles, avec une petite vingtaine de salariés, notamment pour accompagner les acteurs de terrain. Et puis, il y a également une entreprise de l'économie sociale et solidaire, Doremi, qui, elle, s'occupe spécifiquement de la rénovation performante des maisons individuelles. Voilà, donc au sein de ce qu'on pourrait éventuellement appeler un groupe Négawatt, plusieurs entités qui travaillent à leur échelle à l'idée de la transition énergétique, avec bien sûr nos spécificités que certains d'entre vous connaissent certainement déjà. Alors justement, une des spécificités, c'est de traiter plusieurs sujets, c'est-à-dire que c'est un scénario systémique, comme le redira peut-être probablement Yves tout à l'heure. Ce qui fait que cette année, quand on a présenté notre nouvelle version du scénario, on a décidé de faire ces webinaires sur différents sujets. Certains ont déjà eu lieu, notamment sur l'intérêt des renouvelables par rapport à la solution nucléaire. Également sur le sujet des ressources en matériaux, qui a fait l'objet d'un volet spécifique dans le scénario, la partie Négamat, qui est vraiment on va dire inédite en France. On a également fait un webinaire sur les impacts en termes d'environnement, des choix du scénario Négawatt. Et puis aujourd'hui, on attaque ce sujet du parc nucléaire. Il y aura d'autres sujets en novembre et décembre, mais je vous invite à consulter l'agenda sur notre site internet pour vous tenir au courant. Alors, qui va nous parler aujourd'hui? Deux spécialistes de l'association, Hélène Gassin, qui est consultante sur l'énergie et administratrice de l'association, et puis Yves Marignac, porte-parole, que l'on voit assez souvent dans les médias maintenant, de plus en plus, même on pourrait dire, vu que le sujet prend de l'ampleur, et qui est expert justement de ce sujet au sein de l'Institut Négawatt. Alors, leur présentation va se dérouler en 4 parties, que vous voyez affichées ici à l'écran. Une première partie qui rappelle la trajectoire que le scénario prévoit pour le parc nucléaire et également les fondements qui basent cette trajectoire. On fera une petite pause de questions à ce moment-là pour ceux qui aimeraient des précisions sur cette partie qui concerne proprement le scénario en lui-même.
Et puis ensuite, 2 autres parties, notamment la troisième, qui va revenir sur les choix que porte le gouvernement actuel et justement pour en montrer les limites au regard de différents critères. Et puis justement, du coup, à la fin, poser la question du débat qui devrait s'ouvrir à ce sujet et comment on peut l'aborder. Alors, comment va fonctionner ce webinaire? Donc, les intervenants vont faire leur présentation. Au moment des échanges, nous vous invitons à poser vos questions via l'onglet, via l'outil questions-réponses, hein, la petite icône qui est en bas de votre écran Q&R. Pour poser vos questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous présenter, bien sûr, pour qu'on comprenne bien qui nous pose la question. Donc, merci de ne pas utiliser le chat, hein, qui du coup sera moins regardé, voire pas du tout regardé pour les questions. On va vraiment regarder cette partie questions-réponses. Certaines questions qui seraient un peu génériques seront répondues par écrit. Voilà, donc on ne les prendra pas forcément toutes, on prendra vraiment celles qui ont un enjeu particulier au regard de notre sujet du jour. Voilà, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible un petit peu plus tard en replay. Voilà, merci donc d'avoir écouté cette petite introduction que j'ai essayé de faire pas trop longue. Et on va d'emblée laisser la parole, je crois, donc à Hélène qui va commencer le début de cette présentation. Merci Hélène et à tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je vais commencer par présenter assez rapidement la trajectoire choisie dans le scénario Négawatt, dans la dernière édition du scénario Négawatt. Si Yves peut passer, voilà, on est à deux, c'est Yves qui passe les slides. Du coup, il y a une décision, un choix en tout cas important qui est lié à la suite de la présentation. Pas de nouveaux réacteurs, ni EPR2, ni SMR ou autres technologies dont on n'aurait pas encore entendu parler. Et pas, parce que souvent on ne parle que des réacteurs, mais il y a aussi des choix sur le reste de l'industrie nucléaire, pas de nouvelles usines, pas de nouveaux stockages supplémentaires. Une décision à prendre sur le PR de Flamanville. Alors nous, entre guillemets, on l'a prise, puisque dans notre scénario, on ne démarre pas le PR de Flamanville, mais c'est une décision qui aujourd'hui nous semble encore à prendre de manière par le gouvernement. Du coup, on a choisi cette option de ne pas démarrer le PR de Flamanville pour beaucoup de raisons. Je ne reviens pas sur la catastrophe industrielle, les retards, les surcoûts, les problèmes de non-conformité et les réparations qui seront à faire même dès le démarrage, avant et pendant le démarrage ou les premiers temps. On a considéré que ce démarrage n'était pas viable, évidemment parce qu'il y a des questions de risque avec un niveau de sûreté relativement dégradé par rapport à la promesse initiale. Si on démarre, ça veut dire qu'on aura du combustible usé et donc des déchets. On aura une rentabilité évidemment pas du tout assurée et un réacteur qui ne sera jamais rentable, évidemment. Mais ça induit aussi des problèmes de coûts pour le reste de l'industrie nucléaire et le reste de ce qu'on appelle le cycle du combustible, et des coûts de démantèlement évidemment beaucoup plus élevés si le réacteur a démarré puisqu'il devient irradié. Donc, on a une gestion de matières radioactives au lieu d'avoir que du béton et évidemment des matériaux métalliques. Pour nous, c'est pour ça qu'on fait ce choix de l'option d'abandon de ce réacteur ou de ce projet de réacteur, puisqu'il n'est toujours pas en fonctionnement, pour éviter d'aggraver finalement la facture de cette aventure industrielle peu concluante. Donc voilà sur le cas de l'EPR, mais il y a évidemment une trajectoire plus globale sur l'évolution du parc nucléaire. Notre parti pris, c'est une fermeture maîtrisée et responsable du parc actuel. On a une position de principe qui est de ne pas prolonger les réacteurs au-delà de 50 ans, même si la trajectoire actuelle se base plutôt sur le pari d'une prolongation massive. Alors, évidemment, au-delà des 40 ans, c'est ce qui est en train d'être préparé, mais également au-delà de 50 ans. Donc, on a posé ce principe d'absence de prolongation au-delà de 50 ans, ce qui nous donne une magnifique courbe de décroissance qui va s'afficher. Voilà. Le parc nucléaire, la construction du parc nucléaire a été très ramassée dans le temps. Donc, si on se contentait d'appliquer une règle un peu arithmétique sur la date de fermeture, on aurait des problèmes d'effet de falaise de fermeture de réacteurs. Du coup, dans notre trajectoire au sein du scénario Négawatt, on a un lissage des arrêts en fonction par rapport au calendrier officiel ce
qu'on appelle VD4 et VD5, c'est-à-dire les visites décennales des 40 ans et des 50 ans, et on garde de la flexibilité dans la date finale d'arrêt en fonction des besoins de capacité du système électrique plus globalement. Donc, on a lissé en fonction du reste de notre système électrique, celui du scénario négawatt et pas celui du système actuel. On prend en compte des facteurs qui ne sont pas directement nucléaires, mais très importants. La question de l'impact social des fermetures et des arrêts de réacteurs. Donc, il y a une nécessité d'étalement et de répartition intelligente pour éviter des problématiques sociales importantes. La question de la fin des différentes usines, on reviendra plus tard sur le reste du nucléaire en France, en dehors des réacteurs, donc les différentes usines de retraitement, d'enrichissement, etc. Et puis l'inventaire matière, c'est-à-dire l'inventaire des matières radioactives, parce que dès qu'on parle de nucléaire, on oublie un petit peu, mais ça génère des déchets. Donc vous voyez qu'on a une courbe de décroissance qui est beaucoup plus maîtrisée que si on se contentait de fixer une date en fonction d'une durée de fonctionnement des réacteurs, et qui nous permet, en cohérence avec le reste de notre système électrique, d'avoir un système qui fonctionne et un équilibre offre-demande permanent, voilà, avec la fermeture, l'arrêt du dernier réacteur en 2045 dans notre trajectoire. Donc voilà les fondements. Maintenant, Yves va reprendre la main pour expliciter les choix. Pourquoi est-ce qu'on choisit ce type de trajectoire? Et puis, on discutera ensuite à deux voix ou à peu près de la question de la faisabilité d'une autre trajectoire et notamment nos doutes sur la faisabilité de la trajectoire telle qu'envisagée aujourd'hui de relance finalement d'un programme nucléaire et d'allongement de la durée d'exploitation des réacteurs actuels. Je laisse la parole à Yves. Merci. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je vais essayer d'éclairer un peu plus les tenants et aboutissants de cette trajectoire qu'Hélène vient de résumer, en revenant d'abord très rapidement sur notre choix assumé d'une vision ou d'une perspective 100% renouvelable, en posant aussi l'état des lieux du nucléaire en France, puisque c'est indispensable pour comprendre toutes les contraintes auxquelles qu'il faut affronter pour penser cette trajectoire et ensuite justement quel déverrouillage et quelle solution pour maîtriser l'ensemble des impacts. Et donc je commence par cette question du choix de cette orientation 100% renouvelable. Ce choix, il est lié à deux choses. D'abord, un parti pris qui n'est pas nouveau pour Négawatt, qui est de considérer que le nucléaire actuel ou nouveau est intrinsèquement non soutenable ou moins soutenable par rapport aux énergies renouvelables électriques. Et puis le constat qui se renforce tous les jours du fait que la faisabilité d'un système électrique 100% renouvelable à l'horizon 2050 est confortée par de multiples études et que sur le terrain, les performances des renouvelables sont en termes de rapidité de déploiement, de fiabilité, de coût, de compétitivité bien meilleures que celle de nouveaux réacteurs. Donc ce choix assumé, c'est vraiment d'explorer une trajectoire sans nouveau nucléaire et du coup de tourner toute notre réflexion vers la maîtrise de la fin du nucléaire existant. Un focus sur les questions de soutenabilité. Alors, c'est des choses qu'on a déjà présentées, y compris dans d'autres webinaires, et j'en profite pour dire que cette question du choix renouvelable nucléaire, on l'a traité dans un autre webinaire en mars et que ça n'est pas vraiment le sujet central aujourd'hui, mais c'est simplement pour rappeler que cette analyse sur la soutenabilité respective du nucléaire et des renouvelables, eh bien, elle est confortée aujourd'hui notamment par l'étude qu'a menée le GIEC sur le sujet dans son rapport spécial sur les trajectoires 1,5 degré en 2018, où il a regardé l'impact de différentes options de réduction des émissions sur les autres objectifs de développement durable, au sens des ODD, des 17 ODD adoptés par les Nations Unies. Et vous voyez les différences de scores tels que pointés par le GIEC ici. En fait, dans cette analyse, parmi 23 options
que le GIEC a regardé. Le nucléaire est celui qui obtient le plus mauvais score et surtout ce qui ressort en fait à travers cette analyse, c'est sans surprise les enjeux de soutenabilité liés à des risques spécifiquement attachés au nucléaire, le risque technologique, le risque d'accident majeur, le risque intergénérationnel avec la question du démantèlement et des déchets à vie longue et le risque géopolitique avec tous les enjeux de prolifération et de sécurité. Et voilà, on le rappelle ici parce que évidemment, ces sujets sont autant de guides pour notre réflexion sur la maîtrise de cette trajectoire nucléaire à venir. Ayant posé ça, un mot sur d'où on part, d'où part cette trajectoire avec deux aspects. Le premier, c'est le rappel du caractère extrêmement dominant du nucléaire aujourd'hui dans le système énergétique. Alors, pas tant quand on le rapporte à l'ensemble de notre consommation d'énergie, c'est 20% de la consommation d'énergie finale, mais c'est les années normales, en tout cas 70 à 75% de la production d'électricité, et c'est structurant, tout le monde peut l'observer. C'est structurant aussi du point de vue industriel, parce que derrière ce niveau de production électrique, il y a voilà, tout un secteur industriel, non seulement 56 réacteurs, mais effectivement une industrie, une filière intégrée, un cycle, même si ce terme est inapproprié, du combustible voilà, extrêmement développé, et une ambition et une activité aussi à l'international. Ce nucléaire dominant, c'est aussi, et c'est important de l'avoir en tête, un nucléaire vieillissant. Les 56 réacteurs en service ont désormais plus de 35 années de fonctionnement derrière eux en moyenne. Il y a cet effet de resserrement de leur pyramide des âges, avec 80% du parc qui a été mis en service en une dizaine d'années, entre 77 et 87. Et puis, si on regarde les usines, puisque ça va revenir plusieurs fois, mais on insiste sur la nécessité de bien prendre en compte cette dimension-là qui est au moins aussi structurante que celle des réacteurs. Là, le paysage est plus contrasté selon les différentes étapes de cette chaîne du combustible. On a des usines qui parfois ont été des anciennes usines qui ont été remplacées par des usines nouvelles et modernes pour l'enrichissement ou pour certains aspects de conversion notamment, mais on a aussi pour la fabrication du combustible ou pour le retraitement des usines qui sont vieillissantes et qui voilà, ont aussi une perspective de durée de vie extrêmement limitée devant elles. Je le disais, on est face à la nécessité de déverrouiller cette trajectoire nucléaire. Ça, c'est vraiment le constat que l'on fait tout simplement en regardant l'évolution des objectifs et des décisions depuis une dizaine d'années. Chacun se souvient de l'introduction d'un objectif de réduction de la part du nucléaire en 2012 à 50%, avec une échéance à l'époque fixée à 2025. Il faut se rappeler que la manière dont le président de la République, François Hollande, avait justifié cet objectif n'était pas une sortie du nucléaire pour le plaisir, pour un choix idéologique, mais le besoin de réduire la dépendance de l'économie française à ce fort développement du nucléaire. Et la situation actuelle, malheureusement, confirme cette intuition, mais la situation actuelle confirme aussi que, en fait, rien n'a été fait pour réellement mettre en œuvre cet objectif. Et au contraire, on a vu une série de renoncements et de reculs, au point que les dernières annonces du président de la République, Emmanuel Macron, sont au contraire plutôt de tenter de prolonger tous les réacteurs et de porter leur durée de vie à 60 ans, et de lancer la construction de nouveaux réacteurs EPR. Derrière ça, il y a en fait des effets très multiples de verrouillage qu'on a essayé d'analyser avant de construire notre trajectoire, et que, en fait, dont on identifie deux grandes dimensions. Il y a un premier sujet qui est le verrouillage de la trajectoire électrique, la difficulté finalement à maîtriser la sécurité énergétique dans un système très dépendant aux vagues de froid, avec voilà, des réacteurs qui voilà, qui impliquent des fermetures à un pas de capacité de puissance installée extrêmement élevé,
avec une rigidité du processus de décision. Donc, il y a tout un volet réellement technique. Et puis, il y a un volet plus politique et qui tient aux caractéristiques du système nucléaire et qui voilà, touche à la fois à une espèce de logique de fuite en avant industrielle, au poids du cadre électrique historique, et puis, j'y reviens dans une seconde, à la question de la dépendance géopolitique française à ce choix nucléaire. Alors, ce point, justement, est le premier point de déverrouillage qui nous semble essentiel. On est aujourd'hui dans une situation où le gouvernement, le président de la République, assume, peut-être beaucoup plus explicitement que précédemment, un lien qu'il présente comme indéfectible entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. En décembre 2020, le président a dit l'un ne va pas sans l'autre. Et évidemment, une fois qu'on dit ça, les choix en matière de trajectoire nucléaire civile sont extrêmement contraints par les choix en matière de dissuasion nucléaire. Dans la réalité, il y a effectivement des liens, mais peu visibles, voire peu identifiables entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, tant dans la composante réacteur que dans la composante matière. Mais en fait, rien n'indique qu'il ne soit pas possible de les séparer complètement d'un point de vue industriel, fonctionnel, institutionnel et technique. Par ailleurs, ces programmes répondent évidemment d'un point de vue politique à des déterminants très différents. Et donc, on y voit, nous, une nécessité démocratique en fait, de séparer concrètement et effectivement ces deux volets, donc d'expliciter les liens et de les défaire par les actions appropriées, pour pouvoir en fait discuter politiquement de façon séparée ces deux sujets. C'est vraiment un préalable d'une certaine manière à tout le reste. Au titre de la dimension géopolitique, on rappelle bien sûr que le nucléaire est à nos yeux presque au niveau mondial une technologie géopolitique avant d'être une technologie énergétique. Et évidemment, la situation depuis la publication de notre scénario appelle à d'autant plus de vigilance et de préoccupation sur ce sujet, dans un monde où on est désormais confronté à l'instrumentalisation militaire d'installations nucléaires sous nos yeux en Ukraine. Le deuxième verrou important, c'est ce verrou de la trajectoire électrique. Alors, le constat que l'on a fait et qui se traduit par une évolution de la trajectoire entre celle que l'on avait présentée dans le scénario 2017 et celle du scénario 2022, c'est le fait que le système est de plus en plus contraint par le retard dans la mise en œuvre d'alternatives, par la vision partagée d'un renforcement de la part d'électricité dans l'énergie. Ça nous a amené en fait à glisser d'une trajectoire en 2017 qui était plutôt pilotée par un enjeu de sûreté et de maîtrise industrielle, avec à l'époque une volonté de ne pas dépasser l'échéance des 40 ans de fonctionnement, à une trajectoire aujourd'hui où on prend acte du fait que certains réacteurs sont ou vont devoir être prolongés, et on prend acte du fait que l'enjeu principal devient la sécurité électrique, et c'est plus celui-ci qui a structuré notre réflexion que la question de la sûreté par rapport à 2017. Hélène l'a rappelé tout à l'heure, il est indispensable pour maîtriser la trajectoire de fermeture des réacteurs du point de vue de la sécurité électrique de lisser la fermeture. Il est indispensable aussi de notre point de vue vis-à-vis des enjeux de sûreté, même si des prolongations au-delà de 40 ans sont actées, de ne pas s'aventurer dans des projections sur des prolongations au-delà de 50 ans. La difficulté que l'on a, c'est que quand on regarde sur cette courbe la chronique des échéances de 4e et 5e réexamen périodique, qui sont donc ce processus décennal où EDF décide avec l'ASN la possibilité de prolonger ou non les réacteurs. Quand on regarde ces courbes, elles ne coïncident pas du tout avec la trajectoire lissée dont on a besoin, qui figure en pointillé bleu, parce que la pyramide des âges et le mécanisme de décision à 10 ans ne permettent pas effectivement d'arriver à ce lissage. Et donc notre conclusion, c'est qu'il est indispensable non seulement
d'anticiper et de lisser la chronique des fermetures, mais aussi pour cela de décaler une partie des arrêts par rapport aux échéances VD4 et VD5. Et ça veut dire inventer pour une partie du parc un mécanisme et un statut dédié pour des réacteurs qui seraient prolongés de quelques années sans peut-être nécessiter tous les investissements qui rendent nécessaire leur prolongation à 50 ans d'un point de vue économique pour apporter cette flexibilité. Et c'est vraiment une clé pour retrouver de la sérénité par rapport à ces enjeux de sécurité électrique. Le deuxième sujet que l'on a regardé en termes de maîtrise des impacts, c'est celui de l'emploi. Évidemment, fermer ces réacteurs qui occupent des milliers de personnes sur chaque site n'est pas du tout anodin, surtout dans des bassins d'emploi très dépendants en fait, de cette activité. Et donc, on insiste sur la nécessité de veiller, dans le cadre de ce mécanisme de flexibilité, à étaler autant que possible les fermetures de réacteurs de chaque centrale. Vous en avez ici une illustration, ce n'est pas la trajectoire du scénario, c'est une des distributions possibles des arrêts de réacteurs compatibles avec cette trajectoire, où on voit qu'on parvient à étaler la durée et donc l'impact sur chaque site. Ça permet évidemment de préparer des plans de reconversion, et puis on insiste sur ce sujet aussi, sur la nécessité de veiller au bon phasage de la fermeture des usines, de la reconversion et plus largement de la transition de l'ensemble de la filière. Autre sujet important à regarder, c'est le problème des matières et l'ensemble du fonctionnement des usines. Alors là, je ne rentre pas du tout dans le détail de ce schéma, il est simplement là pour illustrer le fait que le choix français du retraitement contribue en fait à l'accumulation de stocks de différentes catégories de matières, pour la plupart extrêmement dangereuses, catégorisées comme valorisables, mais qui s'empilent parfois sans réutilisation, avec notamment comme effet de saturer progressivement un certain nombre de capacités d'entreposage, d'autant plus que du côté du retraitement ou du côté de la réutilisation de ces matières, l'industrie connaît des dysfonctionnements. Donc, c'est là aussi pour nous essentiel de maîtriser l'inventaire final de ces matières. Alors, il n'y a pas de trajectoire qui permette aujourd'hui de réduire à zéro ces stocks de matières nucléaires valorisables accumulées, mais on peut au moins, en travaillant sur le bon phasage de l'arrêt du retraitement, de l'arrêt des réacteurs qui réutilisent ce plutonium, réduire autant que possible cet inventaire et aller à l'inverse de la trajectoire actuelle que vous voyez sur le graphique de gauche. Ça s'accompagne dans notre approche d'une sécurisation des entreposages, et en particulier un point important est la mise en œuvre d'un entreposage à sec pour l'ensemble des combustibles usés qui sont aujourd'hui entreposés dans des piscines, avec le projet d'une nouvelle piscine ayant vocation à entreposer une partie de ce combustible à l'horizon d'un siècle. L'entreposage en piscine est intrinsèquement moins sûr que l'entreposage à sec, qui est une possibilité technique aujourd'hui et qui nous semble indispensable de mettre en œuvre, notamment pour se donner du temps, pour reprendre les études sur l'élimination de l'ensemble des déchets sur la base d'un inventaire réaliste des matières non valorisables et des déchets, un inventaire réaliste et un inventaire aussi qui voit une fin, contrairement à des trajectoires de fuite en avant promues par le gouvernement et l'industrie de ce point de vue-là. Voilà, j'en ai fini sur cette explicitation rapide de notre trajectoire, et donc je crois que c'est le moment de prendre une première série de questions. Oui, merci Yves et Hélène de cette première partie de la présentation. Donc, on a eu quelques questions. On va prendre 5-10 minutes. On va voir pour répondre à ces questions propres au scénario Négawatt. Alors, dans la continuité de ce que tu viens de dire sur les déchets, quelqu'un demandait si le site de Bure pourrait être suffisant pour stocker tous les déchets
Alors, existants et peut-être futurs. Alors, est-ce qu'on a une idée un peu des volumes, enfin, au-delà du questionnement que tu as fait sur le fait de passer à d'autres types d'entreposage, mais voilà, en termes de volume, qu'est-ce que ça éventuellement pourrait représenter? Alors, d'abord, je précise, et c'est le sens de la formulation du troisième point ici, que même si on n'identifie pas aujourd'hui de meilleures options pour garantir cette sûreté passive nécessaire à très long terme que le stockage géologique, Negawatt ne prend pas position spécifiquement sur ce sujet, et on appelle au contraire à ce que cette option soit étudiée, approfondie, mais sans écarter d'autres possibilités. Et encore une fois, pour se donner du temps, la priorité est de sécuriser tous les entreposages pour les rendre pérennes, robustes, suffisamment longtemps. Sur la question de alors BUR, ou plutôt CIGEO, hein, qui est le projet de stockage géologique localisé à BUR, où il y a pour le moment qu'un laboratoire, clairement, le projet est dimensionné aujourd'hui pour les déchets issus du retraitement du parc nucléaire actuel, sans prolongation trop importante de sa durée de vie et sans nouveaux réacteurs. Ça veut dire que, alors pour d'autres trajectoires que la trajectoire Negawatt, où on s'aventure dans la poursuite de la production nucléaire, la zone géologique identifiée pourrait effectivement ne pas être suffisante. Ça veut dire aussi que si on arrête la fuite en avant de cette accumulation de matières valorisables sans véritable filière de réemploi, et qu'on reconnaît lucidement l'inventaire actuel, l'inventaire du parc actuel, matière non réutilisée in fine comprise, là aussi, la zone de CIGEO risque d'être insuffisante. Voilà, notre parti pris, c'est de minimiser le plus possible l'ensemble des matières et déchets qui résultent de cette trajectoire, hein, pour éviter le plus possible des sujets épineux de ce type. Très bien, merci beaucoup. Il y a une question qui vient d'arriver, je trouve intéressant peut-être de la poser là. Quelqu'un a fait remarquer que le nucléaire est assez lié au développement du chauffage électrique, hein. Il y a eu un effet concomitant dans les années 80-90. Et du coup, dans le scénario, que deviennent ces moyens? Si on passe à des pompes à chaleur, il y a aussi un besoin d'électricité, mais un effet d'efficacité. Donc voilà, est-ce que tout ça, je veux dire, se fait en bonne intelligence? Alors, merci de la question, parce que je ne l'ai peut-être pas explicité tout à l'heure quand j'ai parlé de la difficulté de cette trajectoire électrique, mais effectivement, la sensibilité du système électrique français aux vagues de froid liées au très fort développement d'un chauffage électrique peu performant est un élément structurant de l'équation. Parce que concrètement, il faudrait pouvoir assurer chaque fois que l'on ferme, alors non pas un, mais 2, 3, 4, 5 réacteurs, si l'on regarde la pyramide des âges de leur atteinte des 40 ans, ou peut-être des 50 ans, ou quelle que soit l'échéance qu'on se donne, il faut garantir que l'hiver suivant, ces 4 ou 5 gigawatts de capacité seront remplacés par une capacité disponible. Sauf si, évidemment, on travaille parallèlement sur le niveau de cette pointe. Et c'est ce que fait le scénario Negawatt. Il envisage effectivement un fort développement des pompes à chaleur, et donc de chauffage électrique performant dans des bâtiments rénovés. L'impact global, c'est de réduire la pointe qui aujourd'hui se situe régulièrement au-delà de 90 gigawatts, voire avoisine ou dépasse 100 gigawatts, de la réduire à quelque chose comme 60 gigawatts, raisonnablement, peut-être moins, et du coup, de redimensionner de façon complètement différente les enjeux de la sécurité électrique. Simplement, c'est évidemment un programme qui prend du temps. Et on a, par rapport à l'âge des réacteurs, hein, et aux enjeux de sûreté, on n'a pas le temps d'attendre autant que cela, d'où
notre analyse et notre proposition de garder des réacteurs en réserve de flexibilité pour faire face à cet enjeu, sans s'enfermer dans la poursuite à tout prix du fonctionnement des réacteurs actuels, parce que chaque année, d'une année sur l'autre, c'est trop difficile d'envisager de les fermer. D'accord. Il y a eu une question également qui portait sur le taux de disponibilité du parc nucléaire dans le scénario. Alors, il y a eu une réponse qui a été apportée par écrit par Thomas Letts. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les deux personnes, Thomas Letts et Paul No, qui répondent à quelques questions par écrit. Il indique qu'en moyenne de 2021 à 2045, c'est 67%. Voilà, mais effectivement, on voit aujourd'hui qu'on est tombé à un niveau bien moindre avec les difficultés que rencontre le parc. Alors, de fait, bien sûr, le scénario, vous ne pouvez pas deviner cette situation puisqu'il a été fait avant ce cas exceptionnel, notamment du problème des corrosions sous contrainte. Est-ce que ça pourrait être un souci si le parc, finalement, avait des soucis plus rapides ou plus forts qu'on ne pouvait croire? Bah, oui, c'est évidemment un problème majeur. Les choix qui sous-tendent la trajectoire nucléaire du scénario Négawatt intègrent notamment le fait de réduire notre exposition à cette vulnérabilité. Je rappelle d'ailleurs qu'elle n'est pas nouvelle, hein. En 2012, dans le débat national sur la transition énergétique, impulsé par François Hollande suite à son engagement de réduire cette dépendance, le président de l'autorité de sûreté nucléaire de l'époque, Pierre-Franck Chevet, avait été venu dans une réunion expliquer que le système électrique ne disposait pas des marges nécessaires pour faire face à l'indisponibilité d'une dizaine de réacteurs, c'est le chiffre qu'il avait donné, pour raison de sûreté générique. On a aujourd'hui 12 réacteurs arrêtés à cause de la corrosion sous contrainte. Donc, on voit que ce risque s'est matérialisé. Voilà, le scénario Négawatt, il vise à réduire cette dépendance et réduire ce risque. Il reste exposé pendant toute sa trajectoire à cet enjeu de disponibilité, mais c'est aussi un sujet sur lequel notre proposition d'introduire ce statut spécifique et cette flexibilité dans le fonctionnement d'un certain nombre de réacteurs peut répondre. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils apportent cette flexibilité que le facteur de charge moyen dans notre scénario est inférieur au facteur de charge, disons, nominal du parc nucléaire tel que l'exploite EDF. D'accord, merci beaucoup. On va prendre une dernière question avant d'enchaîner sur la prochaine partie de votre exposé. Il y a eu plusieurs questions sur où en sont en fait les autres EPR, parce que ce choix de ne pas démarrer l'EPR dans le scénario Négawatt est bien sûr très fort. Bon, on sait que ça a démarré en Finlande, en Chine, il y a des constructions au Royaume-Uni. Alors, bon, très rapidement, on peut voir un petit peu où ça en est et qu'est-ce que ça apporte comme première idée sur ce type de réacteur. Et puis une question, du coup, connexe à ce sujet posée notamment par Antoine de Ravignan. Pourquoi on estime que ça serait plus coûteux de démarrer l'EPR que ne pas le démarrer? Voilà, parce qu'il fait remarquer qu'intuitivement, exploiter permet d'en rembourser une partie des coûts. Donc, comment Négawatt a envisagé ce point-là sur le fait que ça reviendrait finalement économiquement, même si c'est un coût échoué, à quelque chose de plus intéressant? Alors, sur la première question, bah oui, rapidement, les autres projets EPR ont tous connu ou connaissent encore du retard, ont connu des difficultés importantes, hein. Le réacteur d'Olkiluoto en Finlande voilà, est effectivement démarré, mais a été réarrêté pour un certain nombre de problèmes, alors qui, pour le coup, de mémoire pour les derniers, n'étaient pas liés à la technologie nucléaire elle-même, mais voilà, on voit la difficulté à qualifier pour le service ce réacteur. En Chine, donc les deux réacteurs, Taishan 1 et 2, sont en service, mais le réacteur 1 est arrêté depuis plus d'un an je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas redémarré, je n'ai pas vérifié ça récemment, à vrai dire. Je n'ai pas vu d'informations de redémarrage. En tout cas, il a été arrêté il y a plus d'un an suite à des problèmes de vibration et de fuite sur le combustible dans le circuit primaire. Et pour les projets de réacteurs
au Royaume-Uni. Je crois que la promesse initiale était que le premier réacteur de Hinkley Point devait permettre de cuire la dinde pour Noël 2018, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on est sur une prévision 2027 avec déjà, alors que le projet est peu avancé, une succession d'annonces de retard et de surcoûts. Sur le calcul économique, alors c'est un calcul qui est, enfin, qui est pas, qu'on n'a pas fait de façon très fine parce que ça dépend de beaucoup trop d'hypothèses, notamment pour qualifier la rentabilité ou non rentabilité et pour identifier les coûts in fine de production complet de ce réacteur. Mais la logique est que, certes, le démarrer conduit à rémunérer la production et donc à apporter des recettes, mais que, en fait, le faire pour la durée de vie nominale de l'EPR, c'est-à-dire pour 60 ans, dans une perspective qui est la nôtre où on ne reconduit pas d'autres projets nucléaires et donc où il faut maintenir une capacité industrielle sur le combustible, sur la maintenance pour un réacteur isolé, même si on peut considérer qu'il y a d'autres EPR dans le monde et que il y a une forme de mutualisation. Il y a un coût en fait caché très important et s'y ajoute le coût évidemment du démantèlement qui est évité si ce réacteur n'est pas démarré. Bien, merci. Alors, je propose qu'on enchaîne parce que voilà, le temps file déjà. Je rappelle à tout le monde que ce webinaire dure jusqu'à 13h30. Peut-être qu'on débordera un petit peu s'il y a vraiment beaucoup de questions, mais voilà, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Merci de continuer, Yves. Ouais. Je crois que la parole est à moi, normalement. Donc, on va rentrer dans la suite avec une première partie. Enfin, le sujet, c'est de questionner un petit peu la faisabilité d'un programme nucléaire ambitieux. Alors, peut-être pas assez ambitieux aux yeux de certains, mais tel qu'il a été proposé par le président de la République, notamment avec à minima une série de 6 EPR et potentiellement des SMR et potentiellement d'autres EPR encore. Donc, pour questionner cette faisabilité, on va regarder d'abord la question de la capacité économique et financière de l'opérateur EDF, puisque, à moins que je n'en sois pas informée, il ne semble pas que l'État français ait décidé d'ouvrir la capacité à construire des réacteurs nucléaires sur son sol à d'autres opérateurs qu'EDF. En tout cas, la question n'est pas posée. Il y a donc la capacité de l'opérateur, les conditions économiques et financières qu'il faudrait réunir pour justement arriver à programmer un tel programme. Donc, c'est les parties que je vais en partie traiter. Et ensuite, Yves reviendra sur les conditions industrielles qui sont évidemment essentielles quand on questionne la faisabilité. Donc voilà le programme de cette troisième partie. Alors, quelques éléments sur la situation d'EDF. Alors, on en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de projets en cours autour d'EDF. Donc, là, j'ai repris quelques données essentielles et pas forcément très bien connues, parce qu'on a tendance à voir EDF en tant que français et pas forcément le groupe EDF dans sa dimension mondiale. Aujourd'hui, le groupe EDF, je dis bien groupe parce qu'il y a une différence entre le groupe et la maison mère française. C'est un chiffre d'affaires relativement énorme. EDF fait partie des plus grands électriciens mondiaux, avec 84 milliards d'euros l'année dernière, dont plus de 60% en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la répartition des activités d'EDF, la France continue à représenter 60%, mais ce n'est que 60%. Voilà, pour avoir bien les ordres de grandeur en tête. Si l'objectif d'un des précédents PDG d'EDF, c'était de descendre à 50%, cet objectif n'est pas atteint. Ensuite, un des indicateurs à la mode quand on fait un peu de finance et qu'EDF utilise à dessein, l'EBITDA.
L'EBITDA, c'est finalement ce que l'on gagne avant de prendre en compte les dépenses de paiement des intérêts, de prendre en compte les amortissements pour investissement. Donc, c'est un indicateur partiel de la santé économique d'une entreprise. L'EBITDA l'année dernière, alors je ne parle pas de l'EBITDA 2022, hein, l'année dernière était de 18 milliards. Et là, on a une première information intéressante, c'est que si la France porte 60% à peu près du chiffre d'affaires, elle porte 75% de ce résultat-là, de l'EBITDA. Donc, ça veut dire que quoi qu'on dise un certain nombre de commentateurs, les activités françaises au sein du groupe EDF, ce n'est pas du tout un boulet. Voilà, c'est au contraire une partie importante des résultats. Le résultat net, alors là, on change d'ordre de grandeur puisqu'on descend à 5 milliards d'euros. Donc, on voit qu'il y a quand même une grosse différence et c'est normal. Et des cash flows, alors les cash flows, pareil, c'est le vocabulaire dédié pour ce genre de sujet. Ça veut dire assez basiquement l'argent disponible. Voilà, l'argent disponible donc pour réinvestir, etc., dans une entreprise classique. Les cash flows d'EDF sont régulièrement négatifs et quand ils ne sont pas négatifs, ils sont quand même très proches du niveau de la mer. Et chaque année, EDF annonce de nouveaux objectifs de cash flow qui sont parfois atteints, mais enfin qui ne sont jamais d'une ambition dingue. Et c'est important parce que l'autre élément à avoir bien en tête, c'est qu'à l'échelle du groupe EDF, les investissements, donc normalement les investissements, c'est ce qu'on fait avec l'argent que l'on gagne, les investissements d'EDF sont très élevés. Donc, j'ai entendu récemment qu'on parlait de sous-investissement. Je ne sais pas où on a trouvé du sous-investissement. Très clairement, le groupe EDF, c'est entre 13 et 15 milliards d'euros mobilisés chaque année en investissement, avec une structuration de ces investissements qui se font beaucoup par endettement, ce que j'y reviendrai après, beaucoup par cession d'actifs, c'est-à-dire qu'EDF, depuis 2015 et jusqu'à 2024, le programme de cession d'actifs, c'est 20 milliards d'euros, donc c'est des sommes assez importantes. EDF a beaucoup d'actifs, a acheté beaucoup de choses, a des actifs dédiés pour le financement des charges futures du nucléaire, donc il y a un gros portefeuille, c'est un acteur financier majeur en fait, EDF, et on ne s'en rend pas forcément compte quand on le connaît comme électricien. Donc il y a déjà un gros programme de cession d'actifs, et puis une politique de non-distribution de dividendes assez récurrente, et notamment l'État français, chaque année, renonce à ces dividendes en numéraire et prend des dividendes sous forme d'actions, d'attribution d'actions. Donc, en vrai, ça veut dire que c'est de l'argent qui ne sort pas de l'entreprise. Donc, ça, c'est la situation. Et je finis donc sur l'endettement. Alors, si, un point important quand même, je l'ai mis pour Flamanville 3 et Hinkley Point. Ces deux réacteurs non terminés, ces deux projets non terminés, à ce jour, pèsent pour 30 milliards d'actifs qu'on appelle immobilisés. Ça veut dire des actifs, donc des investissements qui ont été faits, mais qui ne rapportent rien. C'est-à-dire qu'il y a zéro cash en face. Donc, c'est la moitié à peu près, les actifs nucléaires immobilisés qui ne rapportent rien pèsent à peu près aussi lourd que l'ensemble du parc nucléaire dans les comptes d'EDF, pour avoir une idée. Ensuite, la question de l'endettement qui revient de manière très, très régulière. Alors, il y a l'endettement brut, c'est-à-dire ce qu'EDF doit, l'endettement financier. C'est ce que le groupe EDF doit. Il y a l'endettement net. EDF, c'est un gros acteur financier, c'est-à-dire qu'il a aussi des revenus financiers et qu'il a aussi des gains financiers chaque année. Donc, l'endettement net, on est à 43 milliards, ce qui est quand même la moitié du chiffre d'affaires. Donc, on est quand même assez endetté. Et alors, un phénomène assez particulier, en fait, quand on regarde à l'échelle du groupe EDF, je ne sais plus si j'ai mis la… Non, je n'ai pas gardé l'image, pardon, excusez-moi pour ce petit couac. À l'échelle du groupe EDF, en fait, l'endettement, il est porté essentiellement par la maison mère, c'est-à-dire EDF SA. Et quand on regarde le détail, on voit que, par exemple, EDF UK, qui porte quand même le projet Hinkley Point, est très peu endetté. Et en fait, c'est du financement interne au groupe, mais c'est la maison mère EDF SA qui finalement porte la charge de la dette, y compris pour ces investissements à l'étranger qui n'ont pas été hyper rentables dans les grandes campagnes d'EDF. On le voit d'ailleurs avec le premier graphique sur la composition du chiffre d'affaires. Les grandes aventures à l'étranger d'EDF, ce n'est pas ce qui rapporte le plus aujourd'hui. Alors, il y aura peut-être des surprises en 2022 parce que certaines filiales d'EDF vont bénéficier des prix de marché, évidemment.
On peut passer à la slide d'après, qui est moins chargée en graphique. La question est celle des perspectives, parce qu'on a un état des lieux où on a un groupe surendetté qui a investi massivement, notamment dans des projets nucléaires qui ne rapportent rien. Donc, ça fait un déséquilibre majeur de l'entreprise, comme si elle avait les poches très, très lourdes et jamais d'argent qui arrive. Donc, c'est une situation assez problématique et très fragile. Et ça vient se placer dans un contexte qui n'est quand même pas neutre. Donc, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Quelles sont les perspectives de part de marché d'EDF? Parce qu'on a l'impression que EDF est là comme le principal acteur. C'est le principal acteur de la production, ça c'est vrai. En termes de vente, la situation est quand même un peu différente. Quand on regarde, c'est les courbes à droite. J'ai reporté la production nucléaire. Alors, il n'y a pas 2022, encore une fois. La production nucléaire historique depuis 2011 et les ventes directes, c'est-à-dire les ventes aux consommateurs particuliers, entreprises, etc. Je ne parle pas des ventes aux autres fournisseurs, mais bien des ventes directes aux clients finaux. On voit que la perspective est quand même, ça baisse encore plus vite que la production du parc. Peut-être que cette année, on va se rattraper. Les courbes vont se rattraper peut-être en 2022, puisqu'il y a un regain d'intérêt de beaucoup de consommateurs pour EDF et notamment pour les tarifs réglementés. Et par ailleurs, il y a une baisse drastique du productible. Donc, les deux courbes vont probablement se rejoindre cette année. Mais tout ça pour dire que EDF n'est pas dans une situation où il y a un marché acquis. En tout cas, le marché du consommateur final. Et donc, EDF est soumis aux aléas, évidemment, des ventes en gros, de la reine, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on a une situation qui a considérablement changé par rapport au précédent programme nucléaire où EDF était en situation de monopole pour la vente. Donc, on avait une situation relativement stable et prévisible de recettes à moyen ou long terme. Ensuite, la question du productible, alors on ne va pas tirer sur l'ambulance, la question de la capacité d'EDF à produire vraiment ce qui était prévu et du coup de profiter, comme en ce moment, des évolutions de prix de marché, c'est une vraie question et les annonces de ce matin vont pas venir soulager cette question, puisque au mois de juin, début juillet, EDF annonçait que la perte de productible nucléaire cette année, ça leur faisait baisser l'EBITDA, donc l'indicateur que j'ai utilisé tout à l'heure, de 24 milliards, et ce matin, ils ont annoncé que c'était 29. Pour rappel, l'EBITDA de l'année précédente, c'était 18. Donc, vous voyez qu'on va avoir un EBITDA plus que faible cette année. Donc, c'est un vrai sujet. Et il n'y a pas de données structurelles qui permettent de penser que le productible soit structurellement très élevé dans les années qui viennent, puisque les programmes de grand carénage, etc., vont continuer. Donc, et peut-être qu'il y aura d'autres problèmes génériques. Ensuite, il y a la question sur laquelle je passe rapidement, mais quand même, des gains d'efficience. Alors ça aussi, c'est très à la mode, c'est d'améliorer la productivité sur les dépenses de fonctionnement d'une entreprise. Et là, on peut dire qu'EDF a fait déjà pas mal d'efforts depuis 2015. Chaque année, il y a des objectifs. On est à plus de 1,5 milliard de dépenses en OPEX économisées chaque année, avec une grande partie sur le poste ressources humaines. Je pose ça en passant. Mais pour compléter la photo. Et ensuite, on peut passer à la dernière slide pour ma partie, en tout cas. Donc, dans cette situation-là, où on a un groupe quand même pas mal lesté par son endettement et la nature de son endettement, puisque c'est pour financer des choses qui ne rapportent rien jusqu'à très long terme, en tout cas. Un nouveau programme, alors on a pris les hypothèses d'un simple programme de 6 EPR, on n'est pas allé au-delà, avec le chiffrage fait par Bercy, donc de 51 à plus de 56 milliards d'euros hors intérêt intercalaire. Alors je souligne parce que ça peut être amusant dans des activités aussi capitalistiques. Pour mémoire, les intérêts intercalaires, ça représente 3,5 milliards pour Flamanville. Voilà, donc d'après les comptes, alors après il y a plein de chiffrages différents, mais sur 12,7 milliards, il y a 12,7 milliards de coûts et 3,5 milliards d'intérêts intercalaires. Donc si on applique cette règle de 30%, on voit que le programme de 6 EPR pourrait monter très vite.
Je précise au passage qu'il y a déjà que ce programme de 6 EPR a déjà coûté 700 millions d'euros d'études dans les comptes d'EDF. Donc, si on voulait faire face à ce programme, il faudrait évidemment consolider EDF. Mais consolider EDF, ça nécessite des flux de recettes rentables, dégageant de la capacité de financement. Aujourd'hui, ce qui était le plus rentable, c'était les activités françaises. Donc, à voir comment ça se met en place, mais ce n'est pas évident. Subventionner au-delà des subventions actuelles, mais sans contrevenir aux règles, ça va être compliqué, puisque sur la période 2015-2020, on est entre 11 et 16 milliards de subventions cumulées. Si l'on regarde tout un tas de choses comme la non-perception des intérêts par des dividendes par l'État, si on rajoute les augmentations de capital plus ou moins discrètes et plus ou moins successives, si l'on considère le mécanisme de capacité et les recettes qu'on a EDF comme une subvention, on a un cumul de subventions intéressant. Et à l'intérieur de ça, il y a le protocole d'indemnisation pour la fermeture de Fessenheim, avec une indemnisation qui est indexée sur les prix de marché, donc qui va peut-être venir renforcer cette subvention dans les années qui viennent. Et il y a le dernier point dont on parle beaucoup, mais qui finalement n'est pas le seul, la sécurisation des financements. On a beaucoup entendu parler de comment on pourrait s'arranger pour que EDF puisse emprunter au meilleur taux. Ça fait partie des arguments pour nationaliser EDF, pour limiter les garanties exigées. Évidemment, la maîtrise des coûts et la garantie des recettes. Donc, on a parlé de beaucoup de mécanismes possibles de soutien à la production nucléaire. Donc, finalement, ça ne concerne qu'une petite partie des sujets. Et les autres difficultés en face pour arriver à remplir ces trois objectifs. On a donc la question de la part de marché d'EDF qui plafonne et à une diversification mondiale qui n'est pas vraiment rentable et pas franchement rentable. Des flux additionnels d'investissement, puisque si on fait un programme de 6 EPR, le grand carénage qui a coûté plus de 50 milliards, il n'est pas fini. Et dans la même période, on va avoir les visites décennales et donc des travaux, des arrêts de tranches, etc. pour les réacteurs en fonctionnement. Donc, on cumule finalement des flux d'investissement. On voit qu'aujourd'hui, EDF a du mal à faire face à son flux d'investissement à périmètre équivalent. Si on rajoute le programme de 6 EPR, vraiment, on ne voit pas bien comment on peut faire, sachant que dans la période, en plus, viendront commencer un certain nombre d'opérations de démantèlement qui sont aussi des investissements à sortir. Et puis enfin, les cessions d'actifs, il y a déjà 20 milliards d'actifs de cédés, il y a un moment où il y a une limite, puisque les actifs, c'est aussi des choses qui ramènent de l'argent. Donc, si on cède trop les actifs, on va avoir du mal à financer. Donc, tout ça pour dire que la sécurisation des financements telle qu'elle est débattue ou discutée par une nationalisation, par des mécanismes de soutien, etc., ça ne va pas suffire, ce n'est pas suffisant pour assurer la capacité financière d'EDF à porter un tel programme. Et maintenant, on va passer, je pense, c'est Yves qui va reprendre sur la dimension industrielle d'un tel pari. Merci, effectivement, sur un certain nombre de risques, en tout cas, portés, ou d'incertitudes portées par cette vision, en commençant par rappeler à quel point la programmation pluriannuelle de l'énergie telle qu'elle est en vigueur aujourd'hui, avec un objectif 50% pour le nucléaire en 2035, et déjà, tel qu'il est figuré dans ce graphe, en fait, un programme de prolongement, de prolongation de fonctionnement au-delà de 40 ans pour la très grande majorité des réacteurs, voire au-delà de 50 ans pour une partie d'entre eux, et a fortiori, si on projette, comme je l'ai fait sur ce graphe, une poursuite d'activité du nucléaire qui ne soit pas une falaise de fermeture. Et donc, on est d'ores et déjà en fait engagé par les choix actuels dans des prolongations très importantes. Et ce choix est évidemment renforcé aujourd'hui par l'annonce du président de la République d'encourager EDF à porter tous les réacteurs à 60 ans, alors même que l'autorité de sûreté nucléaire avertit très fortement sur le fait qu'aucun dossier technique aujourd'hui ne vient
voilà, consolider techniquement cette hypothèse et au contraire, on est dans l'incertitude la plus totale sur notamment la tenue d'éléments non remplaçables comme les cuves. Et donc, voilà, cette trajectoire, en fait, elle fait vraiment un pari sur une prolongation sûre et compétitive de fonctionnement du parc qui est extrêmement hasardeux. Euh, c'est d'autant plus hasardeux qu'on est confronté, on l'a évoqué tout à l'heure dans une des questions, à un risque croissant de défaillance, d'indisponibilité du parc. Alors, on est bien sûr dans une année exceptionnelle, 32 réacteurs, on a été jusqu'à 32 réacteurs arrêtés il y a quelques semaines, avec un record historiquement bas de moins de 55% même aujourd'hui de facteurs de charge projetés par EDF pour 2022, à peine 60% pour 2023. C'est une baisse exceptionnelle, mais il faut avoir en tête qu'elle s'inscrit dans une tendance générale à la dégradation de la disponibilité du parc nucléaire. Ça a été très bien documenté et c'est illustré sur ce graphe par RTE, hein, qui pointe ici la disponibilité moyenne hebdomadaire du parc au fil des années. La zone en gris, c'est la moyenne de 2010 à 2020 et les courbes en dessous, c'est les dernières années constatées jusqu'à la courbe jaune pour le constaté et rouge pour le prévisionnel de RTE qui est en passant beaucoup plus bas que le prévisionnel affiché par EDF et le gouvernement pour la disponibilité des prochains mois. Et donc, voilà, il faut vraiment avoir en tête ce risque, d'autant plus que s'y ajoute évidemment un risque croissant de non-tenue des délais. Alors, on l'observe sur les réacteurs sur le parc actuel, hein, et notamment autour des actions engagées par EDF pour la prolongation de la durée de vie du parc. Là encore, c'est assez bien documenté. On assiste non seulement à un allongement tendanciel des durées d'arrêt des réacteurs pour cette maintenance planifiée ou de la maintenance subie liée à des aléas qui apparaissent sur voilà, des équipements importants pour la sûreté dont on découvre qu'ils sont dégradés. Et non seulement on a cet allongement tendanciel, mais on a une augmentation tendancielle également des retards de redémarrage par rapport aux prévisions d'EDF, donc à l'apparition d'aléas non maîtrisés. Donc, on a cette vraie incertitude sur la disponibilité du parc, hein, par rapport à des projections qu'on peut faire et notamment sous l'angle de la sécurité électrique telle qu'on l'évoquait tout à l'heure. Cette incertitude, elle vaut aussi pour les nouveaux réacteurs, hein. On connaît le retard qui, au final, sera supérieur à 10 ans pour le démarrage de l'EPR de Flamanville par rapport à ce qui avait été prévu. On a d'ores et déjà des retards prévus sur d'éventuels nouveaux EPR par rapport à l'hypothèse qu'a utilisée RTE pour faire ces scénarios, hein. RTE prévoit dans ses trajectoires que les premiers EPR sont disponibles en 2035. Le gouvernement, dans une note interne, parle déjà de 2037 comme meilleur horizon. Voilà, ça veut dire que quand vous projetez une trajectoire dont la sécurité s'appuie sur la disponibilité en temps voulu de capacités nucléaires, qu'elles soient prolongées ou nouvelles, vous prenez un vrai risque qui est, à notre sens, beaucoup plus grand que celui qu'on essaye de couvrir dans la trajectoire du scénario négawatt. Il y a derrière ça, évidemment, toute la question des compétences industrielles en lien avec des objectifs. Et là, on a quand même vu se dérouler ces dernières années une histoire intéressante que je reprends ici à travers trois citations qui me paraissent clés, de trois présidents clés dans ce débat. Le président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, pour commencer, qui en 2018 avait dit « EDF est comme un cycliste qui doit pédaler pour ne pas tomber ».
voilà, on s'est dit plusieurs fois depuis qu'on pouvait lui apprendre qu'un vélo comporte des freins, mais en tout cas, ce qu'il voulait dire, c'est que EDF et la filière a besoin d'objectifs, a besoin notamment de projeter des nouveaux EPR pour maintenir ses compétences. Euh, Emmanuel Macron, président de la République, élu en 2017 sur l'engagement de tenir l'objectif 2025 fixé par François Hollande, a évolué au fil du temps avec les annonces de février dernier que l'on connaît, hein, prolongation à 60 ans et un grand programme de nouveaux réacteurs EPR. Et il dit l'avenir énergétique et écologique de la France passe par le nucléaire. Et du coup, il fixe des objectifs qui sont justement ceux que demande EDF depuis de nombreuses années. Donc, ça tombe bien, sauf que le président de l'autorité de sûreté nucléaire, lors d'une audition en mai, nous dit si ces choix nucléaires sont confirmés, la filière et les pouvoirs publics devront mettre en place un véritable plan Marshall pour rendre cette perspective industriellement soutenable. Il avait expliqué que, en l'état, la filière n'est pas en capacité d'atteindre les objectifs fixés par le président de la République de façon sûre. Autrement dit, maintenant que les objectifs sont fixés, il va falloir des compétences pour les tenir, d'où cette notion de plan Marshall, reprise d'ailleurs hier à l'Assemblée nationale par Jean-Bernard Lévy, et qui est en creux extrêmement inquiétante, parce que si on se souvient de ce qu'était la vocation du plan Marshall, c'était de reconstruire une économie en ruine. Et donc, voilà, loin de moi l'idée de penser que la filière nucléaire est en ruine, mais c'est peut-être ce que traduisent ces propos. En tout cas, cette notion même de plan Marshall pour reconstruire les compétences, en fait, elle repose sur des hypothèses, des attendus qui eux-mêmes sont difficiles à tenir. Il y a d'abord la nécessité d'un engagement politique de long terme. Alors certes, le président de la République fait des annonces qui engagent la France sur la construction de réacteurs jusqu'en 2050, mais en fait, cet engagement est impossible à garantir sur la période d'au moins 6 quinquennats qui est nécessaire à la réalisation de ce programme. Et donc la confiance des investisseurs, la confiance des acteurs industriels dans cette perspective sera nécessairement très limitée. Ça aura évidemment comme impact, en plus de tout ce que vient d'évoquer Hélène, qu'il sera très difficile de réunir l'investissement financier massif nécessaire, d'autant plus dans un contexte de perte de compétitivité et d'attractivité croissante de cette option nucléaire par rapport aux alternatives. Et cet investissement qui risque de manquer rendra d'autant plus compliqué la reconstruction d'une filière qui suppose en fait la reconstruction d'un tissu industriel très lourd pour supporter juste un programme isolé de construction de réacteurs isolé du reste de l'économie, ce qui, voilà, par rapport notamment à ce que la France a connu dans les années 70 au moment de la réussite de cette construction du parc, est un contexte extrêmement différent. Donc, voilà, les déclarations d'intention seront loin d'être suffisantes pour créer les conditions de cette reconstruction des compétences. Dernier point en termes d'enjeux industriels, hein, ou d'enjeux de maîtrise de l'ensemble de cette trajectoire, eh bien, on revient sur cette question des usines et des matières sur laquelle, du côté du gouvernement et d'EDF, c'est le silence quasi total. Aucun mot sur les besoins de nouvelles usines, sur leur dimensionnement, sur les choix associés à ce nouveau programme de réacteurs en matière de gestion du combustible, sur les conséquences de ces choix en termes d'inventaire de matières et de déchets, et donc de besoins d'entreposage associés, sur la nécessité d'un CIGO2. Là encore, on a eu la question tout à l'heure, hein. Évidemment, si on prolonge la durée de vie du parc comme il est envisagé aujourd'hui, et a fortiori si on construit des nouveaux réacteurs, le dimensionnement du projet CIGEO actuel ne suffit pas. Et quand on regarde du côté des usines et du soutien nécessaire à ce projet, et qu'on regarde les échéances de durée de vie prévisibles, alors c'est un schéma ici très indicatif, hein, basé sur des échéances de 40 à 50 ans, voire plus pour certaines usines
sur les différents secteurs de cette chaîne du combustible, vous voyez que même en étant optimiste, par exemple, en supposant que la Hague peut fonctionner normalement jusqu'en 2040, eh bien, il y a voilà, un vrai point d'interrogation sur ce qui se passe ensuite et sur la capacité en fait, de la filière, en plus de l'investissement dans la prolongation et dans des nouveaux réacteurs, à assurer le réinvestissement nécessaire à ce soutien industriel. Voilà, ce qui nous amène vraiment à douter très fortement de la faisabilité industrielle, économique et financière de la trajectoire visée aujourd'hui et à alerter sur tous les risques qu'elle comporte. Je repasse la parole à Hélène pour conclure sur les enseignements de tout ça pour le débat qui s'ouvre. Oui, merci Yves. Pour finir, et comme il y a un débat public sous l'égide de la CNDP qui s'ouvre dans les mois qui viennent sur ce programme de 6 EPR, on a trouvé intéressant de revenir sur le même type de débat, c'est-à-dire un débat organisé sous l'égide de la CNDP en 2004-2005, sur cette période-là, sur l'EPR de Flamanville, donc sur la tête de série. Bon, c'est quelques extraits de documents d'archives avec quelques citations que j'ai trouvées intéressantes. Démontrer en vraie grandeur l'efficacité de l'EPR, c'était un des objectifs du programme EPR. Il faut bien se mettre en tête que la justification principale de Flamanville 3, c'était de démontrer le savoir-faire, d'acquérir l'expérience d'exploitation suffisante, c'est des citations du dossier du maître d'ouvrage en l'occurrence, pour démontrer la faisabilité d'un programme EPR en grand. Donc on a quelque part atteint l'objectif de démonstration, simplement le résultat n'est pas celui qui était attendu, c'est-à-dire qu'on a démontré qu'on y avait du mal, et à tel point qu'on ne parle plus d'un programme d'EPR, mais d'EPR 2. Donc on est dans une situation où la justification de Flamanville était vraiment celle-là. J'ai remis, mais bon, c'est un peu pour l'histoire et c'est pas pour tirer sur l'ambulance, mais le planning initial tel qu'il était dans le dossier à ce moment-là, dans le débat public de 2004-2005. Il y a d'autres petits extraits intéressants. Les services de l'État, ça s'appelait la DGEMP à l'époque, mais également d'autres services de l'État avaient rempli un cahier d'acteurs, comme on en avait pour tout un tas d'acteurs à l'époque. Et là, l'argument était encore une fois la nécessité de disposer de nouveaux moyens de production. Alors là, c'était assez particulier, la nécessité de disposer de nouveaux moyens de production à l'échéance 2015. En l'occurrence, heureusement qu'on ne comptait pas sur Flamanville 3 à l'horizon 2015 pour satisfaire les besoins. Et Areva, qui avait peut-être, je ne sais pas si c'était visionnaire ou une autre conception de la réalité, eux considéraient qu'il faudrait des nouveaux moyens de production pour combler finalement le déficit de 200 TWh par an, ou à peu près, dû à l'arrêt des réacteurs en fin de vie, puisqu'à l'époque, on était sur 40 et les 50 ans n'étaient pas assurés. Ça faisait partie des arguments pour défendre le PR, c'est-à-dire qu'on n'était pas sûr de pouvoir d'aller jusqu'à 50 ans, donc il fallait absolument un retour d'expérience. Et là encore, sans vouloir tirer sur l'ambulance, le coût de production pour le PR, pas le premier de Flamanville, mais enfin pour une série de PR, aurait dû être de 30 € par mégawattheure. On voit qu'on est relativement élevé. Éloigné de ce résultat-là. Donc, c'est un résumé très court, évidemment, de ce qui avait été discuté à l'époque, avec des acquis de l'expérience, comme on dit, puisque nous avons, avec Yves notamment, mais pas que, suivi de très, très près ce débat-là à l'époque. On a pointé quelques enjeux et peut-être quelques points d'alerte pour le débat qui s'ouvre. Le premier, c'est l'articulation entre le débat et la décision. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'est qu'il y a eu dans la loi, avant même que s'ouvre la partie publique du débat public, c'est-à-dire qu'il y a une phase de préparation et une phase publique, donc entre les deux, je ne me rappelle plus si c'était fin décembre ou début janvier, mais peu importe, dans la loi, les parlementaires ont décidé de lancer cette EPR de Flamanville alors que le débat n'avait pas vraiment commencé. Donc, l'articulation entre le débat et la décision est quand même un sujet récurrent, et notamment en matière nucléaire en France.
mais ce serait intéressant que les décisions formelles ne soient pas prises avant la fin du débat. Il y a un deuxième point de vigilance, la question de la sincérité et de la complétude de l'information donnée au public. Dans le cadre du débat, on avait beaucoup analysé le dossier du débat public du maître d'ouvrage à l'époque. On voit avec le recul qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément insincères, mais qui en tout cas avaient du mal à résister à l'examen. Donc il y a une question de vérification et d'examen pluraliste des informations fournies, ce qui est compliqué à faire, mais qui est absolument nécessaire. Et il y a une question qui est rarement traitée dans le cadre des débats publics, mais qui nous paraît importante au vu de tout ce qu'on a vu avant, c'est la question de l'analyse de risque et de la sensibilité pour les hypothèses et les promesses formulées dans les documents du débat public. C'est-à-dire que la sensibilité ou le risque de décalage, par exemple, il faudrait qu'il soit pris en compte dès le débat public. Et enfin, troisième point, et qui nous paraît très important, et vous avez vu, on a beaucoup insisté tout au long de la présentation, c'est la question de la pertinence et de la cohérence du périmètre que l'on va regarder. Il faut absolument traiter non seulement des premiers réacteurs et du programme de 6 EPR, mais dans leur contexte industriel, la question de la filière qui va avec. On a parlé du retraitement, on a parlé de l'enrichissement, on a parlé des stocks de matière. Donc, ces enjeux-là, il faut absolument qu'ils soient traités en parallèle et pas nous faire le coup du pied dans la porte comme on l'a régulièrement. C'est-à-dire qu'on pose un réacteur, puis derrière, il va falloir refaire des usines et on est reparti sans pouvoir descendre du fameux vélo. Les questions économiques, évidemment. Les enjeux associés à ces fameuses usines, les matières, les déchets, il faut que ça rentre dans le périmètre du débat public. Sinon, c'est un peu comme si on regardait qu'un tout petit bout de la question, puisqu'il ne s'agit pas seulement de 6 EPR, mais on l'a vu, d'un programme nucléaire complet. C'est-à-dire que si on relance les 6 EPR, il faut que le reste de l'industrie suive. La question des enjeux géopolitiques, Yves a rappelé qu'ils étaient particulièrement d'actualité, donc ce serait intéressant qu'ils soient traités et que l'on regarde un horizon de temps suffisamment long pour tenir compte de la durée de vie prévisionnelle de ces nouveaux réacteurs. Donc, on est plutôt à l'échelle du siècle. Si on regarde, à contrario, si on se contente de regarder la question de l'intégration dans le système électrique de 6 EPR pris totalement isolément et qu'avec une question de production d'électricité, on passe à côté d'une grande partie des questions qu'il faut absolument se poser avant de se relancer dans des programmes colossaux de ce type-là. Et je crois qu'on a presque fini. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'était bravo. Une conclusion. Bravo, merci à vous deux. Alors, il y a beaucoup de sujets et il y a eu beaucoup de questions aussi. J'en ai sélectionné au moins une dizaine. On n'arrivera probablement pas toutes à les traiter, donc je m'en excuse auprès des participants qui les ont posées. On va essayer de faire pour le mieux. Alors peut-être d'abord une question qui a été posée plusieurs fois sur… alors il y a à la fois des questions sur ce qui freine l'exploitation du parc et qui donc pose question pour l'avenir de futurs EPR. Puis il y a des questions plutôt autour du risque, de l'accident, on va y venir après. Et peut-être sur le financement aussi. Il y a cette question sur la gestion de l'eau qui est revenu plusieurs fois. Alors, est-ce qu'on peut en dire un mot? Parce que, donc, à la fois, il y a déjà des soucis là qu'on voit parfois apparaître l'été, qui probablement vont s'aggraver avec le changement climatique. Voilà. Alors, en quelques mots, est-ce que le scénario Négawatt aborde ce point-là ou l'abordera plus tard, peut-être? Je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre. Yves, ouais. je pense. Pardon. Ouais, en fait, c'est un sujet important, mais qu'on n'a pas considéré comme structurant pour la construction de notre trajectoire. Mais évidemment, l'impact des règlements climatiques en termes de température, de débit des cours d'eau, etc., va de plus en plus, on le voit chaque année, limiter la disponibilité des réacteurs en été. Alors, c'est moins un sujet de sûreté que vraiment d'exploitation, mais ça fait partie des raisons qui rendent là aussi la trajectoire souhaitée par le gouvernement extrêmement problématique, à moins qu'on projette de n'installer dans les plans d'EDF et du président de la République les nouveaux réacteurs qu'en bord de mer, ce qui réduit fortement
les enjeux du point de vue du refroidissement. Mais il faudrait probablement pour ça envisager de créer de nouveaux sites nucléaires, et je pense que ça serait là aussi compliqué. D'accord, merci. Alors, je vais venir sur les risques, sur les questions de risque d'accident. Il y a eu aussi pas mal de questions sur le sujet, sous deux angles. Le premier, c'est est-ce qu'on a les capacités de surveiller les risques ou les accidents ou les incidents qui arrivent dans les réacteurs. Un participant faisait référence à Superphénix et au fait qu'on avait pu détecter les fuites de sodium. Donc, grosso modo, est-ce que c'est l'ASN? Est-ce que ce sont les ONG? Est-ce que ce sont d'autres instances qui peuvent être, on va dire, sous un mode de surveillance? Et du coup, j'en profite pour poser une autre question en même temps. Est-ce que cette question de l'accident et de son coût peut venir réellement dans le débat public? Parce qu'à la fois, c'est pas toujours facile à chiffrer. On le voit par exemple rien que pour le démantèlement, la durée du démantèlement, le coût du démantèlement, les provisions qu'il faudrait faire pour l'assurer. Et je parle même pas de provisions pour un éventuel accident, sont bien sûr très compliquées à chiffrer et vu a priori leur taille semble impossible à faire. Enfin voilà, comment à la fois on peut être sûr de bien surveiller les choses et comment dans le débat public ces situations extrêmes d'accident ou de forts incidents peuvent être prises en compte. Euh, alors, sur la question des provisions, enfin, on ne l'a pas traité ici, mais c'est évident que les provisions pour la gestion des charges à long terme, démantèlement, déchets, sont aujourd'hui insuffisantes, et évidemment, ça vient compliquer encore l'équation financière qui est devant nous. Ça fait partie des effets de verrouillage aussi qui induisent une fuite en avant, hein. Prolonger la durée de vie des réacteurs, c'est repousser cette échéance un peu fatale, hein. Dans notre scénario, on choisit au contraire d'affronter cette question, et voilà, la maîtrise du démantèlement et d'un démantèlement relativement rapide fait évidemment partie de notre vision. Sur le risque d'accident, il est réel, il est prégnant, et la réduction du nombre cumulé d'années réacteurs dans notre scénario par rapport à des projections de fonctionnement à 60 ans, notamment, a évidemment un impact sur voilà, la probabilité que cet accident survienne. Un accident majeur en France, l'IRSN avait chiffré son coût à plusieurs centaines de milliards d'euros pour l'économie. Et sur la question de la surveillance ou pas, alors ça ouvre beaucoup de sujets, et je ne vais pas rentrer, y compris dans qui doit surveiller et comment, mais je vais juste revenir sur le sujet de la corrosion sous contrainte qui a été découvert récemment. Les analyses d'EDF suggèrent que ces fissures, cette corrosion, sont apparues très tôt dans la vie des réacteurs concernés, qui sont les plus récents. Ce qui signifie que, en fait, on a des réacteurs qui ont fonctionné pendant entre 10 et 20 ans, 20 et 30 ans, avec des fissures susceptibles de conduire à une rupture du circuit de sécurité qui est là pour garantir le refroidissement des réacteurs en cas de brèche du circuit primaire et empêcher une situation de type Fukushima. Donc non, c'est une preuve de plus, parce qu'il y en a eu d'autres ces dernières années, des trous dans la raquette en termes de bonne connaissance de l'état réel de nos installations nucléaires. Et malheureusement, le temps qui passe ne fait que renforcer ce risque, d'où évidemment une forte incitation dans notre trajectoire à éviter trop de prolongation de fonctionnement et à réduire de façon lissée, mais le plus rapidement possible vis-à-vis des enjeux de sécurité électrique, le recours à ces réacteurs. D'accord, merci. Bon, on voit bien que ce sont des questions sous-jacentes, qu'effectivement Négawatt ne met pas toujours tout le temps sur la table, mais elle n'est pas non plus le seul acteur dans l'espace public qui peut en parler. Alors, j'ai une question sur les débats que la Commission nationale de débat public est en train de lancer. Donc, si j'ai bien compris, vous me dites si je me trompe, il y en aurait un spécifique au projet de PR2 à Penly et un autre
qui viendrait plutôt sur la politique globale de lancement d'un parc de PR2. Donc, si je ne me trompe pas, si c'est bien ça, quelqu'un déjà demande s'il y a un intérêt à y participer. Bon, vous répondrez. Et surtout, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une logique à lancer d'abord un débat sur un site particulier avant d'avoir fait un débat plus général sur l'intérêt de lancer un parc de PR2? Alors, je vais peut-être répondre sur, le point des débats en cours ou non. Et laisser Hélène dire l'intérêt, en tout cas, je pense, à y participer malgré tout. En fait, on a deux dispositifs. Il y a une concertation nationale sur l'évolution du système énergétique. Et cette concertation nationale devait, au titre de la loi transition énergétique de 2015, faire l'objet d'un débat public. Le gouvernement et le Parlement ont décidé en 2019, dans la loi énergie-climat, de soustraire cette concertation au débat public au sens CNDP. C'est une concertation portée par le gouvernement, mais le gouvernement ne la met pas en place, alors même que l'ensemble des acteurs disaient qu'elle était nécessaire avant le débat public que la CNDP va lancer fin octobre sur les EPR. En revanche, ce débat public, il est à la fois sur les premiers EPR sur le site de Penly et sur la notion de programme de construction de réacteurs EPR, ce qui est pour moi un des éléments qui en fait l'intérêt, puisqu'on va pouvoir discuter justement de cette vision de long terme et essayer d'y porter tous ces enjeux de pertinence et cohérence du périmètre qui figurent ici. Hélène, oui, une remarque aussi? Peut-être sur la question de la participation, alors c'est un débat qui revient à chaque débat public et même pour d'autres questions, d'autres lieux de concertation, il y a toujours un débat, est-ce qu'il faut y aller ou pas, est-ce que, bon, voilà, il y a toujours des positions, il y a dans le monde des ONG, il y a souvent des positions différentes et ce n'est pas très grave d'ailleurs, chacun peut avoir une stratégie différente. Pour ce qui concerne Négawatt, on est plutôt dans une logique de participer et d'amener des éclairages dans ces débats-là, puisque on le voit, la question de la qualité de l'information, elle est très importante, et la question de la mise en débat et peut-être de la contradiction, ou au moins du pluralisme des éléments apportés, paraît quand même assez essentiel. Et dans un débat, il y a évidemment le maître d'ouvrage, le gouvernement, il y a des enjeux politiques, d'éventuelles récupérations, tout ça, mais il y a aussi des gens qui participent au débat et qui viennent pour des raisons tout à fait louables d'information et de participation citoyenne. Donc, nous, en tant qu'association porteuse d'expertise, on considère que notre place est plutôt dans les débats. Après, il y a forcément toujours des limites. Si les débats sont une perte de temps, on n'ira plus, ou on ira différemment. Mais en tout cas, c'est une question qui peut être traitée différemment selon qui se la pose, puisqu'il y a un certain nombre de groupes qui considèrent qu'ils ne veulent pas participer pour ne pas cautionner. Mais c'est des dialectiques. Chacun peut avoir sa propre opinion et ça dépend vraiment du rôle que l'on peut y jouer. En tout cas, les points de vigilance que l'on a amenés et qui sont toujours à l'écran, tout le monde peut s'en saisir. Je devrais dire, tout le monde devrait s'en saisir, à minima, dans la phase de préparation du débat pour s'assurer que ces enjeux d'articulation, de périmètre et de sincérité de l'information soient bien pris en compte. En tout cas, ce dont on peut témoigner avec Yves, c'est que la CNDP fait avec les moyens dont elle dispose, qui ne sont pas toujours très importants, avec les maîtres d'ouvrage dont elle dispose, qui ne sont pas toujours très coopératifs, mais la CNDP fait et veille à faire bien son travail. Très bien, merci. Alors, il y a une petite question sur la taxonomie européenne, sur les questions de financement que vous avez soulevées. Est-ce que cette taxonomie sera en mesure de changer quelque chose pour EDF, en tout cas pour le lancement d'un parc nucléaire? En fait, la taxonomie, oui, elle peut changer quelque chose au sens où elle permet de considérer comme durable ou vert des investissements dans des activités nucléaires. Ce
qui n'était pas exactement vraiment ce que la plupart des gens pensaient. Mais en tout cas, c'est rentré dans la taxonomie. Mais ça, c'est une qualification qui permet du coup d'attirer des fonds d'investisseurs qui cherchent un investissement responsable. Mais ça ne répond pas complètement à l'ampleur du problème. C'est-à-dire qu'il faut que ces investisseurs aient confiance au-delà de la vertitude affichée de leur investissement. Il faut qu'ils aient confiance dans leur investissement. Et surtout, comme je l'ai souligné tout à l'heure, la question du flux et d'arriver à mobiliser les investisseurs n'est pas la seule du tout à laquelle il faut répondre si on veut porter un programme aussi lourd pour l'opérateur EDF. Un mot peut-être quand même sur cette question du verdissement à travers la taxonomie. Il faut juste rappeler que la question qui était posée et qui a été instruite par des comités d'experts, et je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles ça a été fait, qui sont elles-mêmes discutables, mais la question qui était posée, elle était essentiellement centrée sur la problématique, les problématiques de risques spécifiques, et en particulier de gestion à long terme des déchets. Elle n'était pas du tout posée dans les termes qu'on a présentés tout à l'heure d'une soutenabilité forte respective des renouvelables et du nucléaire au sens de la grille de lecture de l'ensemble des ODD et de l'analyse du GIEC. D'accord. Il y a des questions aussi autour de ce que pourrait devenir EDF. Hein. Il y avait le projet Hercule qui a été apparemment abandonné. Maintenant, on parle de nationalisation. Alors, est-ce que ça reste quand même toujours dans les mêmes idées? Est-ce que ce sont des vraies solutions? Par exemple, le fait de séparer EDF en 2 ou 3. Est-ce que c'est juste une fuite en avant? Est-ce que c'est, si on renationalise, finalement, une capacité à financer par l'impôt une filière? Enfin, voilà. Comment vous voyez ça au regard de tous les enjeux que vous avez soulevés? Hélène, peut-être, je ne sais pas. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'enjeux, on l'a vu, et forcément, du coup, il y a beaucoup d'idées qui fusent, il y a beaucoup de débats, ce qui est normal d'ailleurs. Moi, ce qui me paraît important, c'est de définir d'abord quels sont les objectifs assignés à l'entreprise EDF. Et tant qu'on n'aura pas eu cette clarification, est-ce que EDF a vocation à devenir un opérateur nucléaire, certes avec des clients pour son électricité, mais à porter la filière et l'ambition nucléaire française, qui est en train d'être sur la table finalement, ou est-ce qu'EDF, c'est un électricien? Et selon ce que l'on veut faire d'EDF collectivement à l'échelle de la nation, puisque même à 85%, ça reste quand même une entreprise publique, la question c'est qu'est-ce qu'on veut faire d'EDF, quel rôle on veut qu'EDF joue, et la question de sa capitalisation, la question des mécanismes pour sécuriser ses financements, etc., elle dépendra de l'objectif. Et aujourd'hui, je pense qu'une des difficultés, c'est que, notamment avec Hercule, le gouvernement français voulait faire un petit peu de tout avec EDF et surtout ne rien changer dans des paramètres assez importants, et notamment son rôle relatif de producteur d'électriciens sur le marché final, donc d'électriciens dans le marché de détail de l'électricité. Donc, on voudrait un peu tout, et si possible avec le sourire de la crémière. Et évidemment, ça ne pouvait pas complètement fonctionner au sein des règles européennes telles qu'elles sont aujourd'hui. On peut discuter des règles européennes, mais en tout cas, elles sont là. Donc, moi, il me paraît que la question principale, c'est qu'est-ce qu'on veut faire du groupe EDF? Et si on continue dans cette logique de fuite en avant où on demande finalement au groupe EDF de porter toute l'ambition nucléaire, c'est-à-dire que maintenant, c'est EDF qui porte l'ex-Framatome, parce que ça n'a pas bien marché. Hein, l'aventure Areva n'a pas très bien marché. Donc, on demande petit à petit, on charge EDF, finalement, d'être le fleuron nucléaire français à lui tout seul, ce qu'il n'a jamais été, et de porter cette ambition-là, et donc de porter le coût de cette ambition-là, et les risques de cette ambition-là. Et tant qu'on ne règle pas cette question d'objectif, c'est compliqué de trouver une martingale. Et moi, je ne crois pas beaucoup à la pensée magique et aux décisions magiques. Il ne suffit pas de changer un paramètre pour changer la face du monde. Il faudrait déjà regarder la réalité du groupe EDF en face. D'accord, merci beaucoup. Alors, on a un petit peu dépassé l'heure, mais comme je vois qu'il y a encore 150 personnes, je vous propose qu'on prenne 5 minutes pour 2 dernières questions. La première, alors, elle est plutôt pour ceux qui essaient de montrer les arguments de ceux qui défendent la création de ce nouveau parc nucléaire, avec par exemple 2 idées.
le fait d'abord que si on continuait d'accumuler du MOX, notamment avec la construction d'une nouvelle piscine, ça serait du carburant pour des prochains réacteurs. Bon, ça, éventuellement, Yves, tu pourras nous en dire un petit mot. Est-ce que le MOX ça peut vraiment être géré sur le long terme pour ça? Ou quelqu'un d'autre disait, est-ce qu'on pourrait vendre la technique, entre guillemets, de CIGEO à d'autres pays? Mais je crois que là, d'autres pays font déjà leur propre choix. Donc, est-ce que ce sont vraiment de vraies pistes pour justifier le lancement de cette filière, pardon? Alors, sur l'accumulation de combustible MOX et l'idée que ça puisse constituer une réserve pour la suite, c'est tout l'argumentaire sous-jacent à cette logique d'accumulation et pour moi de fuite en avant sur des matières dites valorisables que l'on ne réutilise pas pour l'instant. Typiquement, le combustible MOX, aujourd'hui, le combustible MOX usé, qui est donc un combustible où on a déjà réutilisé une première fois le plutonium pour le faire passer en réacteur. C'est un combustible qui, aujourd'hui, ne peut pas être retraité en grande quantité à La Hague, ne peut pas être retraité dans les usines existantes. Donc la seule option est de le conserver. Et conserver du MOX en piscine, comme on le fait aujourd'hui, est une façon clairement insuffisamment sûre, sous l'angle de la sûreté et de la sécurité, de le conserver. Donc le garder longtemps dans l'idée que ça pourra resservir un jour est un pari extrêmement problématique. En l'occurrence, je me parlais tout à l'heure du silence dans les plans du gouvernement et d'EDF sur les perspectives de ce point de vue. Ce qui est a priori clair, c'est que, à ma connaissance, dans l'instruction en cours sur le réacteur, le nouveau modèle de réacteur EPR, le PR2, il n'est pas prévu de MOXer, donc d'utiliser du combustible avec du plutonium dans ces réacteurs. C'est en théorie possible, comme dans les réacteurs actuels, mais ça apporte des contraintes supplémentaires en termes de sûreté, des besoins de dispositifs supplémentaires et donc des coûts supplémentaires qui, aujourd'hui, ne sont pas intégrés. Donc, là aussi, il faut faire preuve de lucidité sur la situation actuelle et de vérité sur les projections en lien avec les enjeux qui sont encore affichés à l'écran. Sur le fait de vendre la technologie CIGEO, il faudrait d'abord la mettre en œuvre et on n'est pas prêt de le faire. Il y a encore beaucoup d'étapes à passer avant ça. Ensuite, la technologie de CIGEO elle-même n'est pas forcément extraordinaire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de brevets et de secrets à vendre, d'autant plus que le choix de l'argile comme structure géologique qu'a fait la France est assez singulier. Hein. Les deux seuls pays également avancés dans ce domaine, la Finlande et la Suède, ont plutôt choisi des structures granit qui techniquement posent des enjeux différents. En revanche, il y aurait une vraie compétence industrielle avec des vrais marchés à développer sur justement tout ce qui relève de la gestion lucide des inventaires de matières accumulées dans de nombreux pays, et typiquement sur la question du plutonium. Hein, j'ai montré tout à l'heure l'augmentation continue et assez dramatique des stocks de plutonium séparés français. La question de l'immobilisation de ce plutonium sous forme de déchets, un peu comme on le fait avec les déchets vitrifiés issus du retraitement, donc d'une filière d'élimination du plutonium séparé, est un vrai enjeu. Les Britanniques ont commencé à y travailler. La France s'y refuse pour le moment. Je pense que effectivement, c'est stratégiquement à long terme une erreur de ne pas aller sur ce terrain de l'innovation pour la gestion de l'héritage nucléaire qui ne se dissoudra pas de toute façon dans une nouvelle aventure comme EDF le projette. Merci. Et alors je vous propose de finir parce que malheureusement le temps file avec cette question. Donc tu as évoqué un plan Marshall pour la filière nucléaire, mais en fait il faudrait aussi a priori un plan Marshall pour les énergies renouvelables. Est-ce qu'on serait capable de mener deux plans Marshall en même temps ou est-ce que de fait ça n'a pas de sens? Peut-être Hélène aussi si sur ce point-là ça t'intéresse. De
fait, c'est un des principaux, enfin, c'est une des raisons qui pose question dans des relances ou prolongations, ou je ne sais plus comment le dire, de cette finalement une posture, voilà, une croyance dans le nucléaire comme solution. C'est que pendant qu'on fait ça, on ne fait pas le reste. Et pour le coup, le retour d'expérience, la réalité montre qu'en France, on a quand même un effet d'éviction assez large du fait qu'on se concentre sur le nucléaire, et y compris intellectuellement et culturellement, je dirais. Et du coup, on est en retard sur tout le reste quand même. On est le seul pays de l'Union européenne qui n'atteint pas ses objectifs de développement des énergies renouvelables. Et pour moi, très clairement, on va dépenser beaucoup d'argent, ça à la limite, voilà, mais beaucoup d'espace de cerveau disponible, beaucoup de décisions gouvernementales, beaucoup d'énergie, et finalement concentrer les efforts sur une industrie en particulier. La France avait fait ce choix-là dans les années 70. Enfin, on peut dire que ça a quand même singulièrement changé le paysage dans lequel on s'inscrit. Et par ailleurs, dans les années 70, on a aussi fait d'autres choix sur les renouvelables et la maîtrise de l'énergie en particulier. Là, on est un peu monomaniaque. Moi, je ne vois pas comment, à l'échelle, on va dire, d'une économie nationale ou même européenne, on pourrait couvrir à la fois tous les enjeux climatiques de maîtrise de l'énergie et d'énergie renouvelable et développer un parc nucléaire. Le risque principal pour la France, c'est de faire ni l'un ni l'autre. Ouais, ouais. Il y a, il y a quelque chose d'assez extraordinaire et hallucinant, hein, dans la situation actuelle et dans cet appel à un plan Marshall et au recours au nucléaire comme solution à la crise. D'abord parce que, évidemment, ça n'est pas du tout une réponse compatible en durée de mise en œuvre avec la situation dans laquelle on se trouve, mais surtout parce que, contrairement à la réécriture que tente la filière Jean-Bernard Lévy en tête, ça n'est pas du fait du manque de soutien politique, etc., qu'on est dans cette situation. C'est précisément parce que l'orientation, la trajectoire qui a été suivie a été beaucoup plus conforme à la stratégie que voulait EDF qu'aux orientations fixées par le politique, et que EDF est non seulement responsable d'avoir imposé cette stratégie contre les orientations fixées, mais d'avoir mal mis en œuvre cette stratégie avec tous les retards et les difficultés dont on a parlé. Et donc, au moment même où on est victime du fait d'avoir beaucoup misé en investissement, en soutien de filière, en maintien des compétences sur la filière nucléaire, aux dépens des renouvelables, aux dépens de l'efficacité énergétique, et je ne parle même pas de la sobriété qui était un gros mot jusqu'à il y a quelques semaines. Au moment où on est victime de ça, en appeler à un plan Marshall mettant encore plus de ressources et d'efforts sur le maintien de cette dépendance, est voilà, un vrai non-sens, hein, et qui, comme le dit Hélène, risque de coûter très cher, puisque à la fois, ça ne fonctionnera très probablement pas pour les raisons qu'on a dites, et ça aura un effet d'éviction sur tous les efforts sur les alternatives qui sont plus que jamais nécessaires. Merci beaucoup. Eh bien, ce sera le mot de la fin de ce webinaire. Je vous remercie tous les deux, Hélène Gassin et Yves Marignac, de nous avoir apporté votre expertise. Je remercie les participants qui nous ont suivis. Je vous rappelle que donc, ce webinaire sera en replay dans quelques temps. Et n'hésitez pas à consulter le site internet de Négawatt, sur lequel il y a beaucoup d'informations à la fois sur nos actualités de fond et sur l'agenda de ces différents webinaires. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.